on parle avec des passionnés qui pratiquent des activités en rivière. Jasmin Perrault, on s'est levé de bonne heure ce matin pour venir taquiner le poisson avec vous à Saint-Casimir. Vous êtes un auteur, vous êtes aussi sur l'équipe de rédaction de Sentier Chasse et Pêche et évidemment pêcheur, vous habitez à Saint-Marc. Et là, on se retrouve à Saint-Casimir parce qu'on en a discuté avant l'entrevue. C'est un secteur vraiment intéressant. Oui, la rivière Saint-Anne à Saint-Casimir est accessible à certains endroits, ce qui fait que c'est super intéressant pour de la pêche à gué. Donc, c'est-à-dire de la pêche à pied comme ça, comme on est présentement, où on se met les pieds à l'eau puis on va attraper du poisson. Puis en plus, c'est une rivière poissonneuse où on peut trouver plein d'espèces de poissons. C'est pour ça que c'est très intéressant pour les pêcheurs. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver comme espèce? Bien, ici, étant donné qu'on est dans la section qui va jusqu'au fleuve, où l'embouchure est au fleuve, donc on a des poissons de fleuve qui peuvent remonter jusqu'ici. Okay. C'est-à-dire, il y a de l'esturgeon, du doré, il y a de la chignée à petite bouche. Je pourrais en nommer des dizaines et des dizaines. Ah oui, OK, à ce point-là. L'espèce principale, on va dans le doré puis la chignée à petite bouche. Oui. OK, puis le secteur ici, il a été travaillé par l'homme, si on veut, pour permettre la pêche. Qu'est-ce qu'on a fait là, dans la rivière ici? Bien, ici, derrière nous, il y a une certaine fosse à un endroit qui a été travaillé par l'homme, comme vous disiez. Ça crée un aire de repos pour les poissons qui remontent la rivière, justement, pour aller frayer. OK, puis si on veut commencer à pêcher puis connaître justement ces endroits-là, parce que bon, c'est pas évident. Moi-même, j'habite juste à côté, je connaissais pas le secteur. Comment on fait pour apprivoiser la pêche à gué, justement, dans les rivières de la région? Bien, la pêche à gué, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Donc, déjà là, tu n'as pas à avoir un moteur, une embarcation, ces choses-là. Tu as juste à avoir ta canne à pêche. Ensuite, où trouver des informations? Oui. C'est une très bonne question. J'avoue qu'Internet est rempli de conseils, Facebook, certains forums, etc. On peut en trouver des informations à cet endroit-là. Ou essayer d'y aller par un ami d'un ami. Moi, hier, justement, je suis venu ici avec une collègue de travail puis son fils qui voulait initier son garçon à la pêche. OK. Puis j'ai pas pêché une fois, j'ai tout montré comment ça fonctionnait, j'ai donné des trucs. Puis là, j'imagine qu'il va revenir à un moment donné pour attraper du poisson par lui-même. C'est ça, donc on peut observer dans les rivières où sont les pêcheurs. Il y a ça aussi, effectivement. Puis voir, on imagine que c'est des bons secteurs, puis aller leur parler peut-être aussi Oui. pour découvrir les zones. Et là, Jasmin, il y a quand même un enjeu que j'aimerais parler avec vous ce matin, c'est l'accès aux rivières. Parce que, bon, de plus en plus, les chalets, des maisons se construisent au bord des rivières dans la région de Port-Neuf. On le voit beaucoup avec la villégiature qui prend une grande ampleur dans la région. Est-ce que c'est un enjeu pour vous, les pêcheurs, d'avoir accès à ces cours d'eau-là? Je dirais de plus en plus. Ça fait plusieurs années que certains groupes de pêcheurs militent en faveur de l'accès au plan d'eau. Il y a comme deux côtés à ça. Il y a des gens qui s'achètent un chalet pour avoir la paix puis être tranquille sur le bord de l'eau. Alors, quand ils voient des motomarines arriver, des engins bruyants, des pêcheurs qui, des fois, laissent des traîneries à terre, ils n'aiment pas ça. Mm-hmm. Mais le pêcheur, de son côté, lui, il se dit, ben là, c'est parce que si j'ai plus d'eau pour pêcher, je fais quoi? Je peux plus aller nulle part. Donc, il y a comme ces deux côtés à cette médaille-là. Moi, je suis pêcheur et je ne suis pas propriétaire de chalet. Donc, je me rends compte que plus les années avancent et plus j'ai de la difficulté à avoir accès au plan d'eau, que ce soit une rivière ou un lac. Mais les lacs, je crois que c'est plus problématique que les rivières pour l'instant. C'est ça. Puis comme pour avoir accès à ces plans d'eau-là, ça doit être des terrains publics ou avoir des contacts. Justement, comment on sait là, que, par exemple, ici, on a le droit d'y aller? Bien, ici, c'est pas publicisé nulle part. Il y a quelqu'un ça, qui hein, me c'est l'a pas dit. évident. C'est du bouche à oreille, tout simplement. Mais sinon, concernant si on a une embarcation et qu'on a besoin d'une rampe de mise à l'eau, il y a certaines villes qui chargent des montants pour mettre à l'eau, mais les montants sont tellement exorbitants. Mettons un 300 ou un 600 $ pour une seule journée. Hey. Donc, quand le montant est de ce prix-là, on comprend que c'est pour éloigner les pêcheurs Absolument. du plan d'eau. Oui, oui, c'est certain. Pêcheurs ou toute personne qui a une embarcation, là, ça peut être, comme je disais, les motomarines ou peu importe. Sinon, comme vous aviez dit, il faut connaître quelqu'un qui est autour du lac ou près de la rivière qui nous donne accès à cet endroit-là. Puis est-ce qu'il y a du lobbying qui se fait auprès des villes dans la MRC ou est-ce qu'il y a des actions qui sont en train d'être entreprises par des associations de pêcheurs, par exemple? Oui, il y a une association des pêcheurs sportifs du Québec. Là. On a une adhésion de plus en plus grande à ce groupe-là. Puis ce groupe-là fait des pressions auprès du gouvernement. Il y a la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec aussi qui fait des pressions à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on est encore là-dedans. Là. C'est très politique. Là, puis
j'imagine que le dossier avance d'une certaine façon, mais malheureusement, je ne suis pas au courant là, des derniers avancements de tout ça. Non, c'est ça. Puis avant de te laisser aller pêcher, je suis curieuse de voir les différences. Là, on imagine que tu vas pêcher peut-être du doré, de la chigan, qui sont les poissons les plus communs. Comment on fait pour les reconnaître? Le doré jaune, c'est un poisson qui est plus longiligne, donc plus long comme ça. Il y a une petite teinte dorée, honnêtement, vert doré. C'est un poisson qui a des dents dans la bouche, puis que sur la queue, il y a une petite tache blanche, le doré jaune. Tandis que le chigan petite bouche, il est plus ovale, c'est plus comme la grosseur de ballon de football, si on veut. OK. Lui, il est vert, puis il est rayé noir, habituellement. Et le doré, ça se mange, le chigan, ça se mange, Ben, mais c'est pas si bon que ça, c'est Tous ça? les poissons se mangent, ça dépend Ouais. des goûts, mais OK. le doré, il est beaucoup plus accessible puisque sa chair, elle a presque pas de goût, puis est assez floconneuse, ce qui fait que le poisson va prendre le goût de la marinade ou peu importe ce qu'on va mettre dessus, là. Fait que le doré, c'est un poisson très populaire au niveau du goût. Le doré puis l'ombre de fontaine, qui sont les deux poissons les plus pêchés au Québec, le sont à cause du goût qu'ils ont dans l'assiette. OK, parfait. Puis là, on a des poissons super intéressants qui se pêchent ici, mais on peut pas toutes les ramasser. À quel moment on fait une mise à l'eau ou on peut le garder pour se faire un barbecue ce soir? Bien, je dirais que la chigan petite bouche, il n'y a pas de restriction. On peut le garder si on veut. Le doré jaune, la truite grise, l'esturgeon, le masquinongé, il y a plein de petits poissons qui ont des réglementations différentes. Mais étant donné qu'ici, c'est le doré qui est le plus pêché dans les espèces que je viens de vous nommer, on a le droit de garder seulement les dorés qui sont en milieu de vie, si on veut, parce que s'ils sont trop petits, ils n'ont pas encore frayé. Puis s'ils sont trop gros, c'est des bons géniteurs, il faut les garder en vie. Bien sûr, ça, c'est dur à trier, on ne peut pas le savoir. Des fois, on a un gros, des fois, on a un petit, il faut le remettre à l'eau. Donc, ça veut dire que s'il est très blessé, mais il est petit ou gros, il faut le remettre à l'eau malgré tout, on n'a pas le choix. Okay? On se croise les doigts et on se dit, j'espère qu'il va survivre. Entre 14 pouces et demi puis 20 pouces et demi, là, à peu près, ça, c'est le doré qu'on a le droit de garder pour manger. C'est ça, c'est des choses à savoir quand on commence à pêcher, qu'on peut pas non plus ramasser tous les poissons qu'on prend sur notre ligne. Il faut en remettre beaucoup à l'eau. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Là, j'ai hâte qu'on parte pêcher pour découvrir les poissons qui sortent d'ici de la rivière Sainte-Anne. Merci beaucoup, Jasmin. Ça fait plaisir. Connaissez-vous l'histoire de la famille Lirette durant Saguenay à Saint-Raymond? Cette famille compte un grand nombre de coureurs des bois et trappeurs, certains parmi les plus importants en Amérique du Nord. L'un d'entre eux est Gérard Lirette, le dernier gardien du club chasse et pêche Triton. Le Triton Fish and Game Club est un prestigieux club privé qui accueille des messieurs de la haute société et même des hommes d'État comme Theodore Roosevelt. Monsieur Lirette les guide, transporte leurs bagages et veille à la protection du territoire pour contrer le braconnage. Il se promène entre les lacs du Triton, parcourant les rivières et faisant du portage. Monsieur Lirette est un personnage important de la MRC de Portneuf. Il a grandement contribué à faire connaître la forêt boréale qu'il connaissait comme le fond de sa poche. Jérôme Véraud, tu es un kayakiste et tu nous as amenés aujourd'hui dans une de tes rivières de prédilection de la MRC de Portneuf. On est au bord de la Nelson, sous la pluie aujourd'hui, pour parler du kayak de rivière. C'est un sport que tu as commencé il y a quelques années. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Ce qui me passionne dans le kayak, c'est que c'est un sport où tu peux mettre vraiment ta vie sur pause. Tu peux te concentrer simplement sur ce que tu as à faire. Tu penses à rien d'autre, tu as une ligne à faire, tu te dis il faut que j'aille là. Pendant que tu fais le rapide, tu oublies tous tes autres problèmes, tu peux oublier ton emploi, tu peux oublier tout ce que tu veux. C'est un moment vraiment à toi, puis avec des amis surtout que tu peux faire des bonnes connaissances. C'est ça, il y a quand même un petit réseau de kayakistes de rivière dans la La région. communauté de kayakistes dans la région de Québec, on est à peu près 7000. Ah oui, Ça quand continue tout le temps de grossir, surtout dans les dernières années. On s'entend qu'on fait rien que ça, sortir dans le comté, puis dans les coins des rivières. Puis Ouais, absolument. c'est en plein boom. Ça a beaucoup pogné dans les dernières années. C'est ça, il y a une grosse explosion de la popularité de ce sport-là, puis on en voit de plus en plus dans les rivières de la région. On commence pas par la Nelson, n'est-ce pas? Non, tu as des étapes à faire. On dit ton chemin de croix qu'il faut que tu fasses. Là. Moi, personnellement, j'ai commencé sur Pont-Rouge dans ma première année, la section Pont-Rouge de Nakona. Dans ma première année, j'ai dû la faire à peu près 100 fois. Sur la Jacques-Cartier. Sur la Jacques-Cartier, oui, exactement. Ensuite, quand on commence à être à l'aise en kayak, on commence à avoir un réseau de contacts, là, on dit bon, ben, je suis prêt à aller un petit peu plus haut. Fait que là, on va à la section Tewksbury, la section de rafting en haut de Stoneham. Ça, c'est la prochaine étape. Tu fais ça pendant un an. Quand tu es à l'aise, ben là,
encore plus haut, encore plus haut. Puis moi, mon but ultime, c'était la Nelson. Qui serait la plus difficile de la MRC pratiquement? Pratiquement dans la MRC, oui. C'est une des plus difficiles. Pourquoi elle est si complexe que ça? C'est la continuité des rapides. C'est une section de 12 km, puis c'est 55 rapides, puis ça arrête juste pas. Aussi, c'est que on voit le paysage, c'est montagneux tout le tour, c'est côté sécurité. S'il nous arrive de quoi, ben il faut que tu sois capable de te débrouiller toi-même pour te sortir de la rivière. Il faut être plusieurs aussi là, pour la faire, on fait pas ça tout seul. Là. Non, moi, ma base, c'est minimum 3 personnes. Pour la Nelson. Minimum 3 personnes. Si justement il arrive de quoi à un kayakiste, ben les 2 autres peuvent continuer à descendre, tandis que celui qui est blessé, s'il est capable, il peut sortir tout seul. Puis on parle de rapides, il y a toute une toponymie autour des noms de chacun des rapides. Là, ici, on en a un juste à côté de nous, on a plusieurs ici. Tes préférés, peut-être, sur la rivière? Sur la Nelson, je dirais que c'est sûr que sur 55 rapides, ils n'ont pas tous des noms. Ils ont tous des noms, souvent, c'est à cause des anecdotes qui s'est passées. Comme lui, le rapide s'appelle Rapine. C'est parce qu'il y a une rapine. Parce que le principe, c'est qu'il y a une roche à la fin du rapide qui lève comme ça. Puis si tu arrives dedans, on appelle ça en kayak piner son kayak. Puis s'il s'appelle comme ça, c'est parce que c'est arrivé. C'est ça. Donc, il y a toutes les histoires aussi qui se sont racontées, oui. J'imagine, de kayakistes, d'un kayakiste à l'autre, dire ça passe pas de ce côté-ci, tu devrais faire une manœuvre de telle façon. C'est par l'oralité qu'on apprend ça, j'imagine? Oui, il y a des écoles de kayak quand même beaucoup dans la région de Québec, parce qu'on ne se le cachera pas. La région de Québec, c'est une des plus belles destinations pour le kayak d'eau vive. Puis il y a plusieurs écoles de kayak. Il y a aussi, moi je l'ai appris sur le tas, comme on dit, avec des collègues, des amis qu'on s'est rencontrés sur la rivière. Puis ils nous encadraient, puis justement, tu fais une section de rapide, là il y en a un qui descend, là il te voit aller. À place de faire ce mouvement-là, tu devrais faire ça, ça va être plus aisé, tu vas avoir moins de chances de se blesser. C'est ça, il y a comme des trucs qui se passent d'un kayakiste à l'autre. Ouais. Puis il y a quand même un enjeu important par rapport à l'accès des rivières dont j'aimerais qu'on parle parce que peu importe le sport qu'on pratique, que ce soit un sport ou la pêche par exemple, il y a des enjeux d'accès. Comment ça fonctionne exactement ces accès-là? À cette heure, mais présentement, ça roule beaucoup avec Facebook. On a un groupe quand même, une communauté assez active. Puis quand il y a des rivières justement difficiles d'accès, ben souvent le monde, on dit bon ben vous pouvez aller à telle place, cette personne-là, elle accepte qu'on passe sur son terrain. Mais en échange, nous, souvent, on leur donne une bouteille de vin, un gros merci, on reste quand même respectueux de la personne. Mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est que un kayakiste ne fait pas attention, il brise le terrain du gars, ben le monsieur il dit c'est fini, vous passez plus chez nous. Ouais. Là, tu viens de perdre un accès. Là, c'est des négociations avec les villes pour essayer de trouver des endroits où aller, comme la section de Tewksbury que je parlais tantôt. C'est quand même assez difficile à cause on n'a plus le droit de se stationner sur le bord de la rue parce que les résidents faisaient des plaintes, parce qu'il y avait trop d'autos, ça pouvait être dangereux. Ils nous laissent y aller, mais pas trop. Fait que c'est un des gros enjeux au Québec. Est-ce qu'il y a des démarchages politiques qui sont en train d'être faits actuellement pour pouvoir donner accès à ces rivières-là un peu à la population, finalement? Des démarches politiques, je peux pas me prononcer s'il y en a. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui œuvrent pour ça. Il y a accèsbleu.ca qui, eux, négocient des accès. Il y a le groupe d'accès à la Montmorency. Eux, normalement, ils se concentrent juste sur la rivière Montmorency à Québec, mais ils commencent à travailler sur un accès justement pour la section de Tewksbury. La ville doit accepter de défrayer des frais pour un terrain qui ne rapportera pas d'argent à la municipalité. C'est carrément une dépense, mais ça ouvre l'accès à la rivière parce qu'on ne peut pas nous priver de beauté comme ça. Les paysages, le sport, c'est très important. Oui, puis ça reste un enjeu criant dans différents sports, que ce soit le kayak, la pêche ou d'autres sports. Effectivement, il y a encore pas mal de travail à faire pour avoir l'accès aux rivières. Je te remercie beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous et je te souhaite une bonne descente. Merci beaucoup.